Bienvenue dans Normand et Doctorant, le podcast qui explore la recherche des doctorants normands. Je suis Raphaël, doctorant en écophysiologie végétale, et je serai votre guide dans l'exploration du monde de la recherche normande. Dans ce voyage, j'aurai la chance d'être accompagné par Chloé et Mathilde, toutes deux doctorantes en géographie physique. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'est une thèse, à quoi cela peut bien servir, et si vous avez toujours eu envie de découvrir les coulisses de la recherche, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons rencontrer des doctorants qui, chacun dans leur domaine, repoussent les frontières de la connaissance. De l'histoire à la biologie marine, en passant par le sport ou la physique nucléaire, tout y passera. Bien évidemment, ici tout ne tournera pas autour de formules mathématiques, d'atomes ou de textes de loi. Nos jeunes chercheuses et chercheurs viendront raconter leurs histoires personnelles et les défis qu'ils ont rencontrés dans leur quête de savoir. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière les lourdes portes des laboratoires de recherche, abonnez-vous dès maintenant à Normand et Doctorant. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Allez, on est de retour après une rentrée bien chargée. Et pour être honnête, je pense que Raphaël en sait quelque chose. Il vient tout juste de terminer d'écrire sa thèse et se prépare pour sa grande soutenance en décembre. Autant dire que tu es dans les starting blocks. Aujourd'hui, c'est donc un épisode un peu spécial parce que c'est Raphaël qui va prendre le rôle de l'interviewer pour nous parler de sa thèse et surtout de cette fameuse fin de thèse. Vous savez, cette étape à laquelle on pense tous, dès le premier jour auquel on rentre en thèse, mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avant d'y être. Personnellement, alors quand je pense à ma soutenance, je pense surtout au pot qui va finir avec... C'est un peu la même mood. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de sciences, de plantes et de tout ce qui fait le charme ou le stress de la fin de thèse. Alors, ça va, Raphaël ? Ça va mieux. Ça va. On se sent incroyablement léger quand on a lâché cette petite centaine de pages. Ouais, c'est quelques centaines de pages qui représentent le manuscrit de thèse. Donc ouais, là, ça fait un peu plus de 2 semaines que ça a été envoyé. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines où je me repose. Tu flottes. Ouais. Pas tant que ça, parce qu'il y a toujours l'ombre de la soutenance qui est là. Ouais. Mais on se sent quand même beaucoup plus léger. Je revois des gens, je sors de chez moi. C'est magnifique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va te demander de te présenter comme si tu te présentais à des inconnus, sans mentionner ta thèse. Donc comment tu te présenterais ? Je suis Raphaël Coquerel. J'ai malheureusement ou heureusement 30 ans. Ce qui fait de moi un vieux thésard en dernière année. Enfin, il me reste plus que quelques semaines sur ma thèse. Vous m'avez peut-être déjà vu en finale de MT 180 Normandie. Je pense que tout le monde a suivi. Tout le monde a dû me voir. Vous m'avez peut-être déjà eu en cours. Vous m'avez peut-être déjà vu sur un bassin de kayak, parce que j'en ai pratiqué pendant plus de la moitié de ma vie. Et j'ai été président d'un club aussi, à Saint-Pierre-sur-Dive. De kayak ? Ouais, c'est ça. Ok. Stylé. Canoë-kayak. Pour ceux qui ont vu les JO, le truc où il y a de l'eau qui va vite et des gens qui tournent autour de poteaux, c'est ça. Voilà, sinon ça doit être à peu près tout. C'est pas mal, C'est déjà bien. Et t'étais quoi comme genre d'élève ? J'étais quoi comme genre d'élève ? Non, mais tu participais, t'étais sérieux ou... Alors, ça dépendait. J'ai toujours été un peu, je vais dire bête pour rester poli, mais dans les matières qui m'intéressaient, j'étais une personne qui participait et qui était plutôt locomotive, comme pourrait dire certains profs. C'est quoi ces matières ? Tu me dis dessin Non, mais j'ai toujours aimé la science, donc... Okay. Au collège, je sais pas, la SVT, les maths, la physique, chimie, c'est des trucs qui m'intéressaient beaucoup. La techno aussi, j'aimais beaucoup. Aux antipodes, par exemple, le français me fait peur. Je fais des cauchemars de français. La philo, pareil, j'ai détesté la philo, alors que maintenant, je comprends un peu mieux l'intérêt de la matière. Et dans ces matières-là, ouais, j'ai pu être, je m'excuse, un élève un peu turbulent et pas très sympa. Mais déjà, tu avais une appétence pour les sciences, du coup. Ouais. Assez tôt, entre guillemets, parce que j'ai pas fait un bac général, à l'époque où le bac général existait encore. Moi, j'ai fait un bac STL, donc sciences techniques de laboratoire. Ok, ouais. Donc, en fait, dès le lycée, j'avais déjà des matières scientifiques qui étaient un peu plus poussées,
parce que j'ai fait de la biochimie, j'ai fait de la microbiologie, j'ai fait de la biologie humaine. Je connaissais pas Là du tout. où sur le cursus normal au lycée, moi par exemple, par contre, l'histoire, j'ai arrêté en première. J'ai eu mon bac d'histoire. Et Ok. français, pareil, j'avais pas de LV2. Enfin, il y a des trucs Ok, bah oui, bah forcément. qui ont été squeezés, mais Mm. ouais, j'étais assez vite dans la science. Donc, pour parler un peu plus de ta thèse, donc Raphaël, tu fais ta thèse à l'université de Caen, au campus 1, au sein du laboratoire EVA. EVA pour écophysiologie végétale, agronomie et nutrition. Donc, comme son nom l'indique, ce laboratoire, il mène des recherches qui combinent plusieurs disciplines pour comprendre globalement comment les plantes se développent et réagissent à leur environnement. Concrètement, l'équipe du labo EVA, elle s'intéresse surtout à l'acquisition et à la gestion des ressources par les plantes, en particulier le carbone, l'azote et le soufre. Et c'est des travaux qui s'inscrivent dans un contexte agronomique et environnemental de diminution des engrais chimiques, de transition agroécologique et de changements globaux. Bref, l'objectif, c'est de développer des pratiques agricoles plus durables. Donc, toi, Raphaël, le titre de ta thèse, c'est le suivant. Étude d'un apport de silicium sur le métabolisme azoté et les performances agronomiques du colza et du trèfle cultivés en monoculture et en association. Oh. Ça fait beaucoup. Pour résumer pour nos auditeurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, le colza, c'est la deuxième oléoprotéagineuse la plus cultivée au monde. Et rien qu'en France, il occupait 1,1 million d'hectares en 2021. On le retrouve un peu partout, dans nos assiettes, avec l'huile de colza, pour nourrir le bétail avec les fameux tourteaux, et même dans certains biocosmétiques et biocarburants. Bref, une plante prometteuse, c'est sûr. Le problème aujourd'hui, c'est que le colza a besoin de beaucoup d'azote pour se développer, donc on va en rajouter via des engrais minéraux. Le souci, c'est que ces engrais aujourd'hui nécessitent beaucoup d'énergie fossile, et surtout leur usage en trop grande quantité dans les parcelles agricoles, ça va polluer l'environnement. Donc toi, ton idée, ça va être d'associer le colza avec le trèfle. Pourquoi le trèfle ? Parce que c'est une plante qui est capable de fixer l'azote atmosphérique et de le partager avec les cultures voisines. Cette association pourrait donc réduire la quantité d'engrais nécessaire, puisque le trèfle fournirait naturellement l'azote dont le colza a besoin. Et pour aller plus loin, tu ajoutes du silicium qui améliore la capacité du trèfle à capter l'azote et aide le colza à mieux l'absorber. Bref, ton travail, ça consiste à tester cette association trèfle-colza avec du silicium en vérifiant qu'il n'y a pas d'effet négatif, comme par exemple sur la qualité de l'huile de colza. Bref, si j'ai bien compris, le grand objectif de ta thèse, c'est de réduire l'impact écologique du colza en diminuant l'usage des engrais azotés. Ouais, et sauver le monde aussi. Je ne sais pas si tu veux développer un peu plus, si ça te paraît... Non, juste une toute petite correction sur le laboratoire EVA. En fait, ce que tu as décrit, c'est mon équipe, en fait, l'équipe Inca, qui est plus axée sur tout ce qui est nutrition de la plante, comme tu l'as développé. Ok, ouais. Et il y a une seconde équipe qui s'appelle, et c'est là que j'ai un trou, qui est l'équipe d'écologie, ils m'excuseront, Ecopeps, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est écologie, et notamment écologie des prairies, et sur toutes des problématiques de diversité, et des changements globaux, comment ça peut impacter ces diversités. Ok. C'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup. Ça, c'est Et c'est deux équipes dans les mêmes locaux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on partage la thématique végétale, mais en soi, il y a une équipe d'écologues et une équipe plus agronomie, physiologie. Donc c'est pas tout à fait le même travail quand même. Ok. Voilà. Et par rapport au résumé là que Chloé vient de nous faire, qui était, je trouve, très clair. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec tes mots à toi, vu que c'est un peu ton sujet ? Ouais. C'est mon sujet, oui et non. Parce que, en fait, ma thèse découle de 2 précédentes thèses qui ont été réalisées dans mon laboratoire, donc le laboratoire EVA. Et la première qui avait étudié justement l'association colza avec une légumineuse. Donc là, en l'occurrence, moi, j'étudie le trèfle, mais la personne qui a fait ces travaux, Thaïs Génard, pour la citer, elle a recherché quelle légumineuse pouvait le mieux matcher avec le colza, dans le but justement de fixer de l'azote et de le transférer vers le colza. Donc elle en a testé un certain nombre. Et au final, elle a déterminé que le trèfle, c'était le plus adapté parce que, pour les gens qui ont déjà vu du trèfle, c'est une plante qui va rester
qui va couvrir le sol et qui va rester assez bas, enfin, qui ne va pas se développer en hauteur. Et il n'y aura pas de compétition au niveau de l'espace aérien entre les deux plantes que sont le colza et le trèfle. Donc déjà, ça permet de limiter l'impact que peut avoir l'implantation d'une seconde plante sur la plante d'intérêt. La deuxième thèse qui a inspiré mes travaux, c'est ceux de Cilia Haddad, qui, elle, a travaillé sur le silicium et sur le colza. Et donc, pour voir justement si ce silicium pouvait améliorer la nutrition du colza. Okay. Ah oui, donc tu es là vraiment la fusion des deux résultats de ces thèses. C'est ça. Je me demandais, mais pourquoi le trèfle, quoi? Deux trucs ont marché. Pourquoi le trèfle aussi? C'est parce qu'on a une vision du projet très normande, en fait. Et parmi les légumineuses qui ont été testées, il y en a plusieurs qui fonctionnaient très bien, mais le trèfle est le seul qui pouvait pousser dans les conditions pédoclimatiques normandes. Ah oui, ok, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. Ok. Voilà. Cool. Chloé l'a dit, là, c'est vrai que je pensais pas que c'était autant que le colza, ça occupe quand même une surface impressionnante en France. Je m'en suis jamais rendu compte. Mais c'est vrai que quand tu te balades en voiture, tu vois ces champs jaunes. Moi, j'adore. Voilà. C'est une belle couleur. Et je me demandais, il y a des enjeux actuels de la fertilisation. Quels sont les enjeux actuels de la fertilisation azotée et comment le silicium pourrait-il jouer un rôle dans l'amélioration de cette pratique? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, je pense. On verra. Non, déjà, pour replacer les choses, l'azote, c'est l'engrais essentiel à notre agriculture. On en utilise sur toutes les cultures. C'est notamment suite à la Révolution verte dans les années 70. Je ne vais pas faire l'historique, mais c'est l'engrais qu'on apporte le plus. Ce n'est pas le seul. On en apporte aussi du soufre, du potassium, du phosphore et d'autres. Mais c'est celui qui est le plus important pour la mise en place du rendement et pour la qualité du produit qu'on va récolter à terme. Le problème, ou pas, c'est que le colza, c'est une plante qui est qualifiée de nitrophile, donc qui est très efficace pour absorber l'azote. Donc si on lui en donne, elle va le gober, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que derrière, pour l'utiliser, elle est beaucoup moins efficace. Ouais. Donc elle va en absorber beaucoup, mais l'azote qu'on va y apporter, on ne va pas forcément le retrouver dans les graines. Non, ça sert à quoi? Attends, mais moi je suis néophyte, mais ça sert à quoi l'azote? L'azote, c'est l'atome qui va rentrer dans la composition de tout ce qui est protéines. Acides aminés, protéines. Donc si tu n'en as pas, forcément, ça marche pas bien. Mais même toi. Et quand tu dis l'engrais d'azote, ça ressemble à quoi un engrais d'azote? L'engrais azoté... Un spit qu'on met ou c'est... Ça dépend, ça peut prendre différentes formes, ça peut être solide ou liquide. Donc soit c'est des petits granulés un peu blanchâtres ou couleur crème qu'on épand, soit c'est liquide et c'est pulvérisé sur les plantes directement. Mais par exemple, quand on apporte du fumier, donc qui est de la paille et des excréments de vaches ou de n'importe quel animal, quand on apporte ça sur des parcelles agricoles, c'est aussi pour apporter de l'azote. Ouais. Parce qu'il y en a dans tous ces composés-là, et du coup la plante les utilise. Pour en revenir au colza, le problème c'est que lui en capte beaucoup, mais n'est pas capable de l'utiliser bien. Donc forcément il le perd à un moment. Et une fois qu'il est perdu, cet azote, le problème c'est qu'il va aller contaminer les nappes phréatiques, tout ce qui est aqueux à proximité, il peut acidifier les sols, il peut même être volatilisé, donc ça veut dire qu'il va repartir dans la couche d'ozone et ça compose les fameux gaz à effet de serre. Ah oui. Donc, trouver une solution pour éviter d'apporter de l'azote sous forme d'engrais, donc azote minéral, c'est pas mal. Et autre chose, c'est que pour synthétiser cet azote minéral, c'est un procédé qui, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, utilise beaucoup d'énergie fossile, donc que ce soit du pétrole ou du gaz. Donc forcément, encore une fois, on a émission de gaz à effet de serre. Et tout ce qui va avec. Donc si on peut limiter ça juste en mettant du trèfle, déjà, ça serait pas mal. Là où intervient le silicium, c'est que le silicium, c'est connu, d'un point de vue agricole en tout cas, que ça a des effets bénéfiques sur les cultures. Ça a plus été étudié sur tout ce qui est attaque de maladies ou attaque de prédateurs, parce que le silicium est capable de s'accumuler dans les parois des cellules
et de faire comme une armure pour les cellules. C'est un petit bouclier, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un chevalier médiéval, là, grosse armure en plaque. Et donc, du coup, quand un champignon attaque, il n'est pas capable de rentrer dans la cellule parce qu'il y a justement cette barrière en silicium. Ok. Donc ça, c'est contre des stress qu'on qualifie de biotiques, donc d'origine Mm. biologique. Pour les stress abiotiques, tels que justement les carences en nutriments, comme l'azote, c'est un peu moins étudié, et c'est même carrément pas étudié chez le colza. Ah. Parce que avant de commencer ma thèse, j'étais tombé sur un papier qui faisait justement le relevé des différentes études liées au silicium sur différentes plantes et différentes carences. Et c'est vrai que le colza, ça intéresse pas beaucoup de monde, quoi. Alors que pourtant, par exemple sur le marché agricole chinois, ils appliquent déjà du silicium à des quantités assez hallucinantes. Ouais. Ils savent pas où ça joue sur le développement de la plante, ils savent juste que la plante va mieux. Mais toi, tu sais. Moi, j'apporte ma petite Ouais, brique. ok, ouais. Je ne peux pas tout expliquer. Et donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on s'est dit pourquoi pas combiner les deux, dans le sens où les travaux de Cili Haddad ont montré que silicium plus colza, ça permet au colza d'encore plus absorber d'azote. Et silicium plus trèfle, alors là, c'est pas des travaux qui ont été faits ici, mais ça augmente les capacités du trèfle à fixer de l'azote. Ah oui, donc Ok, en fait, ouais. tout est bénef. Donc, Ouais, c'est il- un cercle vertueux, théoriquement, C'est un on cercle pourrait vertueux, créer quoi. un cercle vertueux Mm. où effectivement tout le monde travaille mieux parce qu'il y a ce silicium. quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et alors, au niveau de ta méthodologie, j'ai cru comprendre que tu passais pas mal de temps en serre. Ouais. Niveau méthodologie, moi j'ai divisé ma thèse en 3 axes. Ok. Le premier, j'ai étudié l'effet du silicium sur le colza et j'ai étudié différentes carences que la carence en azote parce que on est parti du principe que si on implantait 2 plantes sur la même parcelle, elles allaient rentrer en compétition pour Oui. des nutriments qu'elles ont en appétence commune. Ok. Mm. L'idée, c'est que vous mangez, vous avez une assiette. S'il y a une deuxième personne qui vient manger et que vous avez qu'une assiette, vous n'allez pas manger tous les deux à votre faim. Ouais. Donc l'idée, c'était de voir si, en rajoutant du silicium, on pouvait réduire l'effet négatif de cette diminution de certains nutriments sur les 2 individus. Donc en axe 1 sur le colza et en axe 2 sur le trèfle. Ok, ouais. Et donc, Et le troisième axe, c'était d'associer les deux, de leur donner du silicium et de voir si tout le monde allait à peu près dans Ok. le bon sens. toi, j'ai visualisé ça en mode. En gros, tu as 3 champs. Ouais. Non, mais là, Enfin- c'est bon, c'est fou. Bon, c'est théorique. Premier champ, tu plantes du colza, tu mets du silicium. Deuxième champ, Ouais. tu plantes du trèfle, tu mets silicium. Ouais. Troisième champ, tu mets tout le monde avec Et du du silicium. silicium. Ok, C'est ça. c'est bon. C'est à peu près ça. Donc ouais, moi j'ai travaillé en serre. Donc pour les gens qui sont coutumiers du campus 1, c'est le grand bâtiment qui est en face de la bibliothèque. Ah, c'est des grandes serres. Ouais, c'est une Enfin, grande grande. serre. C'est Enfin, pas non plus un champ énorme. Ouais. En fait, vas-y, moi, ça m'intéresse Ouais, trop. mais je pense que les serres, Oh là là, elles les obsèdent tout le monde sur le campus. 8 questions sur les serres. 8 questions. Non, en plus déjà sur le campus, il y en a 2. Donc il y en a une que tout le monde voit parce Ouais. qu'elle Ouais. est en face de la bibliothèque et Une on ne secrète. peut pas la louper. Et il y en a une qui est au-dessus d'un de nos bâtiments. Donc Ah oui, on ne ok, peut ouais. pas trop... Enfin, quand on sait qu'elle est là, on la voit. Ok. Mais sinon, les gens ne pensent pas à la voir. Et donc moi, dans la serre, j'ai travaillé en hydroponie. Ok. Donc j'ai cultivé mes plantes non pas dans de la terre ou dans du sol, mais dans de l'eau. Pourquoi Parce que... Ça casse déjà- un peu le parce truc que là. Tu vois, je déjà, te voyais avec la terre plantée. jusqu'à mettre sur le visage. Non, en fait, on ne travaille pas réellement dans de l'eau, on travaille dans ce qu'on appelle une solution nutritive, qui est en Ouais. fait une solution où il y a tout ce qu'il faut pour que la plante se développe correctement. Ok. Et l'avantage de ce genre de solution, c'est qu'on peut jouer sur les concentrations des différents nutriments. Donc si on veut mimer l'absence d'un nutriment, on a juste à l'enlever de la Ouais. solution. Ah, Et comme ça, on peut observer ce qui se passe au niveau de la plante.
Donc c'est Ok, là que ouais. tu as enlevé de l'azote ou t'en as mis. C'est là que j'ai enlevé de Je l'azote. savais que même j'ai... pas que c'était possible ça. J'ai travaillé sur le soufre aussi, j'ai enlevé du soufre. Enfin, Ouais, voilà. moi je te voyais avec un Avec plan une de terre. pelle. Tu mets la graine, tu mets de l'eau et Non. t'attends. Alors, j'ai fait majoritairement les diverses expérimentations en hydroponie, donc dans la serre, mais j'en ai fait une aussi qui était au niveau de l'IERI, Saint-Pierre-sur-Dive, Ok. au niveau du lycée agricole Le Robillard, parce que mon labo, donc le laboratoire EVA, a un site d'études là-bas, qui est en conditions plein champ, enfin plein air en tout ok. cas, et donc j'ai fait des tests aussi sur le colza et le silicium là-bas. Donc là, il y avait de la terre. Et Ah. Là, on était sale. Ça marche mieux quand même de planter avec ta solution ou dans la terre? C'est différent les deux et les résultats diffèrent aussi Ah oui. Ouais. parce que quand on plante dans la terre et en conditions de plein air, forcément les intempéries ça joue sur le développement de la plante. Il y a des variations au niveau de la température, il y a des variations au niveau de l'humidité, etc. Mais on mime quand même une condition réelle Ok. qu'on pourrait avoir en plein champ, parce que le plein champ, c'est ce qu'il a, lui, tous les Ouais. jours. Alors que quand on cultive dans la serre et en hydroponie, le problème, c'est que déjà en hydroponie, vu qu'on est dans de l'eau, les racines, elles ne se développent pas pareil. Parce que c'est plus facile de pousser dans de l'eau que de pousser dans de la terre, parce qu'il n'y a pas son chemin à faire, en fait. L'eau, Ouais. on a juste Ouais, à ouais. s'étendre. Elles ont Et... des toutes petites racines. C'est ça. Ok. Donc ça diffère dans les architectures. Et l'avantage de la serre, c'est qu'on contrôle absolument tout dans la serre. On contrôle la température, on contrôle Ouais. l'humidité, on contrôle la lumière qui est reçue par nos plantes. Donc, c'est deux choses différentes, mais mes travaux n'ont pas vocation à être appliqués en l'état. Ok. C'est le premier domino. Ah oui, ok. Ah, Ce que je me demandais, ça aurait pas été intéressant de prélever différents échantillons de sol à différentes parcelles potentielles de culture en Normandie, pour ensuite les ramener en serre et faire des essais. Du coup, des essais, on n'aurait pas les intempéries. Et Ouais, on va tester et les faits, tu vois. éliminer des variables comme ça Mhm. au fur et à mesure. C'est une des parties de mes perspectives. Si Ah, vous ouais. lisez Ok, un jour ouais. ma thèse. Ah, ouais. mince. Ouais, toi, c'était vraiment l'étude pionnière en Mm. mode. Ouais, moi c'était vraiment voir si le silicium pouvait atténuer les effets de différence carence. Ouais. Et est-ce que ça pouvait permettre de mieux faire fonctionner Ouais, l'association. voilà, ouais. Et Mm. c'est pour ça que tout a été fait en serre, c'est parce que justement, c'est le premier domino. Oui. Yes. C'est celui qui va te dire, il y a peut-être un truc à jouer, à aller chercher un peu plus en conditions de plein champ et en conditions Ouais. réelles en fait d'exploitation. Oui, parce que là, en serre, ça est le Bahamas pour la plante, quoi. Ouais, tout bah oui, est facile. complètement, tout Ouais. est facile. Donc, Et par exemple, moi, le colza et le trèfle que j'ai utilisé tout le temps la même variété, tout au long Ah de mes oui, 3 ok, ans. ouais. Mm. C'est quelque chose qui n'existe pas quand tu es agriculteur. Enfin, Mm. Non. tes variétés elles varient d'une année à l'autre, voire même d'une parcelle à l'autre en fonction de ce que tu veux faire. Et c'est- Donc pareil, il y a un côté, est-ce que si j'avais changé ma variété, j'aurais eu des réponses différentes vis-à-vis de mes apports? Ouais, ok. Et concernant toujours les serres, Ouais. ça, je sais pas, on va dire tu comptes ça en combien de temps, heures, le temps passé? Est-ce que c'est long en fait à faire tout ça? Bah, bien travailler en serre. Moi, j'ai fait mes stages aussi au laboratoire EVA et c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est que nous, on travaille sur du végétal. Donc, si ta culture, elle se passe mal, forcément, derrière toutes tes analyses, ça va être l'enfer. Enfin, tu vas avoir des résultats qui Oui, vont c'est avoir sûr, ni ouais. queue ni tête ou tu vas avoir des trucs qui vont pas aller dans la bonne direction. Donc, ouais, ça représente quand même un gros volume d'heures parce que c'est des choses qu'il faut faire bien, en fait. Et ouais, c'est une grosse... non, mais c'est une grosse partie du travail. Si tout se passe bien en serre, derrière, normalement, c'est tout droit et tu vas pas trop te tromper, quoi. Parce qu'il y a quand même un temps d'attente, le temps que ça pousse. Parce que tu vois, tu y vas, tu la regardes la plante et tu repars. Ouais, on se regarde tous les deux. Non, il y a plein d'étapes en fait dans la culture. Déjà, vu que nous, on faisait notre culture en solution nutritive, fallait changer 2 à 3 fois semaine. Donc ça fait à peu près, moi ça faisait environ 120 litres de solution à changer Ah oui, ok. 3 fois par semaine. Mm. Donc déjà ça fait du travail. Parce que en fait le problème de ce type de culture-là, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des micro-algues qui se développent. Et nous, on veut pas que ça vienne altérer nos plantes. Ouais. Donc, faut tout changer, faut tout laver. Et forcément, vu qu'il n'y a pas de renouvellement, au bout d'un moment, la plante, elle a pompé tout ce qu'il y avait dans la solution.
si on ok, la ouais. change pas, elle a Mm. plus à manger. Et puis, ça devient compliqué. Donc, ouais, non, ça représentait... Quand on faisait de la culture, ouais, il y avait déjà 3 fois semaine où il fallait compter une bonne demi-journée à chaque fois pour C'était changer beaucoup les... de plans ou... Ouais, d'un point de vue scientifique, déjà, le minimum, c'est d'avoir 3 répétitions par modalité qu'on essaye. Ok. Nous, on a poussé le truc un peu plus parce que on travaille sur du végétal, t'es pas à l'abri qu'il y ait une plante qui meurt, en fait, tout simplement, pendant ton expérimentation, et tu sais pas pourquoi, et c'est comme ça. Donc forcément, on multipliait les répètes, et vu qu'on avait pas mal de modalités, je sais pas, par expérience, on avait plus d'une centaine de plantes. Ok. Ok. Donc ouais, ça commence à faire un peu de monde. Et au niveau, on va dire, des résultats, tu fais quoi comme mesure après? Parce que j'imagine que déjà, il y a un aspect visuel, rien qu'en regardant, tu peux à Ouais. peu près voir si tout le monde se porte bien et donc si ça marche. Mais ensuite, tu fais je sais pas, tu prélèves des feuilles. Non, ouais, il y a une analyse visuelle, ou via la photo, en tout cas, pour voir si ta plante est tout simplement plus grosse dans une modalité que dans une autre. Pareil, tant du point de vue partie aérienne, donc tout ce qui est feuilles et tiges, qu'au niveau racinaire. Et après, nous, j'ai fait des différents points de récolte à différents temps, pour voir, en fait, à partir de quand le silicium pouvait avoir un impact. L'idée, c'était d'avoir une micro-cinétique, donc avoir des effets dans le temps et voir à partir de quand on avait un effet ou on n'avait plus d'effet. Et donc, ouais, à chaque fois, c'était récolte, c'était dissection, pour reprendre Ouais. des mots. Enfin, c'est plus Ok. séparer les différents organes, en fait, Ouais. de la plante. Ok. Racines, Ah oui. tiges, feuilles. Attends, c'est un organe. Ah ouais. Et après, sur les différents organes, on les pèse, on les sèche, on les repèse secs pour voir s'il y a des différences au niveau des concentrations en eau. Ok. Et après, moi, j'ai fait des analyses élémentaires, donc quantifier quels éléments sont disponibles dans les différents tissus. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites au niveau de la plateforme Platine sur le campus 1. Donc il y a Ouais. une plateforme d'isotopie qui fait la spectrométrie de masse, notamment. Comment ils font? C'est un laser qui... Non, alors, pareil, au niveau technique, moi, je suis Ouais, pas... non, Ouais. je sais pas Mais en gros, ça passe dans une torche à plasma. La matière, elle est décomposée quasi au stade d'atome, en fait. Et après, il y a des champs magnétiques qui accélèrent tes atomes. Et en fonction de où l'atome il s'arrête, ils savent ce que c'est. Attends, le colza, il Ah, a dû ouais. demander, mais Je crois qu'est-ce qui que se passe? En gros, c'est comme du lancer de ICP, poids, mais ouais, en c'est fonction ça. d'où ça atterrit, ils savent ce que Il y a c'est. 2 techniques, je crois que c'est ICP-ES ou MS. Il y en a un, il mesure aussi il arrive à mesurer le poids, il me semble, enfin la masse d'atomes. Moi, j'ai fait de l'ICP, justement, c'est ça. C'est Ouais, avec la il y a torche à 2 plasma types, ouais. et la spectrométrie. Il y a 2 types. Et moi, j'ai fait aussi de la fluorescence à rayon X. Ouais. Ça fait très peur. Ça fait peur Ah à la oui. médecine du travail aussi, la dame. Elle m'a fait les gros Waouh. yeux. mais en fait, là, c'est plus un truc physique, radiation, Mhm. où en gros, en fait, on envoie de la fluorescence à rayon X sur l'échantillon. Ça excite l'échantillon. Et quand il repasse à un stade non excité, il émet de l'énergie. Et l'énergie est synonyme de ce qu'il y a dans l'échantillon. De ce que j'ai compris, je suis pas physicien. Et ça te donne vraiment, tu peux voir, Ouais. ah bah tiens, il y a de l'azote. C'est ça, et voir en fait si, déjà le premier truc qu'on a été voir, c'est est-ce que le silicium qu'on donnait, est-ce qu'on le retrouvait dans les plantes? Est-ce que quand on leur donne du silicium, elles le captent ou est-ce que Qu'est-ce non? qu'elles foutent avec? Ouais, non mais complètement. Donc ça c'était le premier truc, et après c'était quantifier est-ce qu'on a plus d'azote dans un cas que dans l'autre, ou est-ce que ça joue sur même d'autres éléments qui ne sont pas l'azote, qui pourraient aussi être impactés par ces apports. Donc on a fait ça au niveau ionomique, et après moi j'ai fait de la protéomique, qui en fait analysait toutes les protéines qui composent un échantillon. Donc ça c'est pas moi qui l'ai fait encore une fois, c'est une plateforme qui est aussi sur le campus 1 qui s'appelle Protéogène. Et en tout est sur le campus, c'est bien ça. Ouais, la majorité des choses que j'ai faites, court. c'est circuit court. C'est des gens juste à côté du labo, c'est des gens trop sympas. Donc voilà, si vous voulez faire des trucs avec eux, allez les voir, ils sont gentils. Et du coup, c'est quoi les principaux résultats que tu as eus? Est-ce que au final, cette combinaison, elle est bénéfique? Alors, du peu que j'en ai vu, en tout cas, pour l'instant, ouais, la combinaison est plus que bénéfique.
Si je résume, sur le trèfle seul, quand il lui apporte du silicium, on augmente ses capacités à fixer, mais ça, c'était des choses déjà démontrées. Mais même quand on enlève... moi, je me suis concentré sur le soufre, parce que le soufre, chez le colza, si on n'en a pas, l'huile vaut rien, en fait, tout simplement. Et chez le trèfle, si on n'en a pas, le trèfle, en fait, c'est pas lui directement qui peut fixer l'azote atmosphérique. Il fait une symbiose avec une bactérie du sol, et c'est la bactérie du sol qui est capable de fixer l'azote atmosphérique pour la plante. Ok. Donc, et le problème, c'est que cette bactérie, l'enzyme pour fixer justement l'azote, il y a du soufre dedans. Donc, s'il n'y a pas de soufre, ça sert à rien en fait. Et donc, alors là, je sais pas comment ça marche. Je peux juste dire que ça marche. Mais en gros, quand on enlève le soufre et qu'on met du silicium, on maintient des capacités de fixation de l'azote atmosphérique par le trèfle. Ce qui fait que si on a trèfle et colza, les deux vont se battre pour le soufre. Le colza, lui, est plus efficace pour l'absorber, donc on peut penser que le trèfle, il va arriver et puis il n'y aura plus rien. Mais s'il y a du silicium, il va quand même pouvoir fonctionner. Ok. Et quand on associe, j'ai fait donc l'association des deux avec du silicium, on a donc une augmentation du transfert qui est avéré d'azote du trèfle vers le colza. Donc pour ça, on a utilisé notamment de l'azote 15. En fait, l'isotope, c'est la forme d'atome d'azote qu'on a. Les atomes, il y a plusieurs isotopes. Par exemple, le carbone 14, je pense que tout le monde connaît. Le carbone 14, c'est un isotope du carbone, dans le sens où il est plus lourd que le carbone normal. Okay. Donc l'azote, c'est pareil, nous on utilise du 15N. L'azote normal, c'est 14. C'est 14N. Okay. Et là, c'est 15N, donc c'est un peu plus lourd et c'est radioactif. Et donc, on peut le suivre d'un individu à l'autre. Donc justement, via la spectrométrie de masse, vu qu'il est plus lourd, on peut savoir vers où il va. Donc on a pu suivre son chemin du trèfle vers le colza. Ah, c'est bien. Ok. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et donc effectivement, quand on apporte du silicium à l'association, on a un transfert qui est accru. Et surtout, au final, on retrouve beaucoup moins d'azote dans le sol que lorsqu'on n'apporte pas de silicium. Donc ce qui concorde avec le fait qu'on augmente les capacités d'absorption et que donc à terme on peut limiter les fuites d'azote dans l'environnement et les pollutions potentielles des eaux, entre autres. Ce qui est pas mal. Et donc la suite, pour toi, sur ces recherches-là, si on a le droit d'en parler, je sais pas, c'est de poursuivre dans des la suite, ça sera sûrement pas moi. Qu'il est franc. Il y aura une autre thèse. Je pense que ça sera une autre thèse, encore une. Mais c'est comme ça que ça fait avancer le Schlimblick. C'est comme ça qu'on avance, en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup de thèses qui découlent de précédents et qu'au final, c'est que des évolutions. Mais non, je pense l'évolution, je peux pas affirmer que ça sera ça, mais moi, comme je la vois, c'est de passer au champ et sur plusieurs types de sols, en fait. Ça, c'est peut-être plus votre cam. Mais non, mais il y a des compositions en sol qui sont variables sur tout le territoire. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le silicium, c'est le deuxième composant, je crois, de la croûte terrestre, derrière l'oxygène. Donc, l'idée aussi, c'est de se dire, le silicium, il est déjà là. À quoi ça sert d'en apporter s'il est déjà là ? Il faut juste le rendre disponible pour la plante. Le problème, c'est qu'actuellement... Dans la majorité des champs, le silicium il se complexe avec d'autres atomes et ça fait un truc que la plante ne peut pas absorber parce qu'elle ne sait pas comment dégrader. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des pratiques culturales, donc je ne sais pas, adapter les labours ou adapter les variétés ou des choses comme ça, qui pourraient rendre ce silicium disponible et donc un peu naturellement améliorer la plante. Oui, donc toi tu dis pas que forcément il faudrait remettre du silicium dans les champs pour que ça soit bénéfique ? Ou si quand même on pourrait quand même en ajouter. Est-ce que c'est genre une solution viable, tu vois, pour réduire l'utilisation d'engrais azotés, c'est de mettre pour moi, c'est mon avis en tout cas sur la chose, pas à long terme. Parce qu'on va avoir le même souci que pour d'autres engrais. Je pense par exemple au phosphore. Le phosphore, comment on trouve de l'engrais phosphaté pour les plantes ? On prend une grosse pelleteuse, on va dans une grosse mine et puis on enlève le phosphore. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la mine, il n'y a plus de phosphore. Et que c'est bien, tu en as apporté pendant 25 ans sur tes plantes,
Mais comment les 25 prochaines années tu vas faire parce que toutes tes mines elles sont vides. Ouais, Pour le silicium, ça va être un peu le même problème. Ouais, au début, on aura une ressource qui sera utilisable et c'est super cool. Mais au bout d'un moment, en fait, bah, on n'en aura plus. Et comment on va faire le jour où il n'y en aura plus? Tu trouves où le silicium? Attends, parce que là, je suis en train de me demander. Alors, pareil, c'est des mines. Enfin, c'est... Alors, par contre, si tu vas à la plage, le sable, c'est du silicium. Eh ben, on a qu'à mettre Pas, du sable. pas pur, mais enfin, il y en a dedans beaucoup. Ok. Et non, c'est des mines de souvenirs. Il y en a en Chine et tout ce qui est Afrique du Nord. Donc, Ok, ouais. tout ce qui est pays arabes, Ah oui, non, par là-bas, Maroc, Tunisie. Euh, donc, bah, pour nous, Français, c'est bien, c'est à côté. Mais si l'idée, c'est de développer l'utilisation du silicium de façon un peu plus globale, bah ouais, ce serait peut-être mieux d'utiliser des choses qui sont déjà présentes Oui, sur et puis ça place. n'arrangera rien au problème, parce que finalement, C'est ça. faire exploiter une mine, apporter le silicium, c'est autant de déplacements qui polluent. Tout à fait. Enfin, Donc, la bon, pelleteuse, la mine, on sait très la bien que- pelleteuse, Ouais. elle tourne Ouais. pas à l'électricité. Ouais. Le bateau qui convoie le silicium. Puis les gens qui creusent dans la mine sont pas C'est ça. forcément... Et le tracteur qui va épandre le silicium, Ouais, pareil. ok. Donc, Ah, bon, bah... si on peut limiter tout ça, c'est... Mm. Mais c'est voir quelle direction va prendre le Ouais. projet suite à Exploiter ce moi. qu'on a déjà dans le sol. Mais ce Ouais. ce n'est que mon idée. Et en revanche, si on virait le silicium et qu'on gardait l'association trèfle-colza, est-ce que ça, par contre, tu penses que ça serait Ça, intéressant à le développer comme bah, interculture c'est... Alors, c'est pas une interculture, c'est une culture en association. Oui, je confonds tout. Mais non, en fait, c'est des pratiques qui étaient déjà utilisées il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Avant la dite révolution verte où on a Ouais. découvert les engrais. Avant les années Et qu'on 50. s'est dit, c'est trop bien l'engrais, en fait. On en met plein et on a plein de rendement. et donc, avant, c'était des pratiques assez communes, en fait. C'est juste que l'utilisation de ces engrais a fait que, bon, on n'a pas besoin d'utiliser ces trucs-là, vu que maintenant, on a un peu la solution miracle. Et que, en fait, bah, du coup, oui, on a perdu un peu tout ce qui est technique vis-à-vis de ça. Mais c'est des cultures qui tendent à revenir. C'est de plus en plus utilisé. On en utilise en culture intermédiaire. Donc, entre deux cultures, déjà, on utilise pas mal de légumineuses pour justement réinjecter de l'azote dans le sol pour qu'il soit disponible pour la culture d'après. Donc, ça, c'est des voies à utiliser. Mais faut pas que l'utilisation de ces cultures associées pousse à amener encore plus de fertilisants et d'azote pour se dire, bah, faut que les deux plantes fonctionnent correctement. Donc, faut que je compense le truc. Ok. C'est toujours une histoire d'équilibre. Ok. Voilà. Et si je vais un peu plus loin, en dehors de ta recherche, des recherches comme ça sur les végétaux, combien de temps ça prend et comment ça se passe le processus pour que ça passe du laboratoire à l'application Ça, concrète pour les agriculteurs? ça peut être très rapide comme ça peut être très lent. Ouais. Ok. Dans le sens où, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, ces résultats-là, ils vont être que analysés par des organismes privés qui vont voir comment on peut faire un produit valorisable avec ces résultats-ci. Si l'organisme privé, enfin l'entreprise privée se dit je peux le vendre directement et ça peut avoir un intérêt plus ou moins effectif, je vais citer personne parce que je finis ma thèse bientôt et que potentiellement je vais avoir du travail à chercher. Mais il y a des entreprises qui commercialisent des choses, des produits, sur des résultats qui ont été obtenus en serre comme nous on a fait, qui n'ont jamais été testés en plein champ, qui n'ont jamais été testés en conditions réelles, en se basant uniquement sur ce type de résultats. Et en disant, regardez, notre produit a des effets quasi miraculeux. Ah, ça dérive quand même. Vraiment, il y a une entreprise qui pourrait dire, tiens, le silicium, je vais en vendre plein. Bien sûr. Il y a des entreprises qui s'y intéressent sous différentes formes. Après, c'est voir la façon dont ça peut être fait. Là, actuellement, en tout cas, ça intéresse un peu de monde parce que c'est un sujet qui arrive petit à petit à la mode. Puis si si on tu regarde, dis qu'en Chine, ils utilisent déjà, Ouais. c'est que c'est déjà... en Chine, ils l'utilisent déjà. Ils savent pas comment ça marche. Ils en vendent. Ça C'est marche. tout. Sur le marché européen et occidental, plus, ça tend à venir petit à petit, mais peut-être pas tout seul, peut-être avec d'autres produits pour avoir une combinaison d'effets via plusieurs choses. Donc pour l'instant,
il me semble qu'il y a déjà des produits qui sont vendus avec du silicium. Le silicium pur, je ne suis pas sûr qu'il soit commercialisé en France. Mais c'est pas profilé pour arriver tout de suite. Ouais, Ok. il y a quand même beaucoup d'années Et ce qui est peut-être mieux, au moins on aura peut-être un peu de recul sur les effets, sur l'impact négatif que ça peut avoir. Parce que, par exemple, l'utilisation du trèfle en culture associée, j'ai dit tout à l'heure que pour fixer l'azote, il fallait une association avec une bactérie et que on ne sait pas l'effet que peut avoir le silicium sur toutes les autres bactéries du sol, en fait. Ça se trouve, on va apporter du silicium, ça va flinguer les 3/4 des bactéries, et derrière, l'écosystème, il ne va pas fonctionner. Oui. Donc, il y a plein de choses à aller éclaircir, de mon point de vue, encore une fois, avant de commercialiser et de dépendre à grande échelle ce type de produit. C'est ta première brique. Voilà. Et toujours sur le transfert de connaissances, après les recherches en laboratoire, en dehors de tes recherches à toi, de manière générale, est-ce que des laboratoires comme le tien, est-ce que ça arrive des fois que certaines recherches réussissent à être diffusées aux exploitants sans l'intermédiaire de ces entreprises privées? Je sais pas, j'imagine par exemple par rapport à une diffusion à travers, je sais pas, tout ce qui est chambre d'agriculture. Ouais. On a des projets avec les chambres d'agri. Le problème qu'on peut... Oula, je me rappelle que je dois encore chercher du travail, moi. je vais pas plaider en ma faveur. Non, le problème actuel de la recherche scientifique, en tout cas, celle que je connais, c'est que on est toujours à la recherche de financement. Ouais. Pour faire nos analyses, pour développer des choses. Et le problème, c'est que les financements, il y a des financements publics, c'est pas le problème, mais la majeure partie, ça vient des privés. Ouais. Donc la majeure partie, il y a des résultats qui ont été brevetés au niveau de mon labo, mais c'était dans le cadre d'une thèse en collaboration avec une entreprise. C'est l'entreprise qui a plus ou moins breveté et qui a récupéré le truc. Ça, tes analyses de proto, machin, là, c'était payant? La protéomique qui est... Oui, non, c'est mais payant. je m'en doute. C'est à l'échantillon. On paye à l'échantillon. Et nous, l'avantage qu'on a en étant du campus 1, c'est qu'on a des tarifs préférentiels. Oui. Non, parce qu'on pourrait être quelqu'un qui connaît pas on pourrait penser, je suis allé voir le labo à côté et j'ai fait mon truc. Non, c'est une prestation. Et en fait, quand tu fais de la science, tout coûte cher. Tout coûte très vite, très dingue, cher. L'utilisation de l'isotope de l'azote, là, le 15N, 1 gramme, ça dépasse largement la centaine d'euros. Ah oui. Donc, quand tu l'utilises, tu fais attention. Tu te dis qu'il ne faut pas foirer ta manip parce que sinon, tu jettes de l'argent à l'égout. Donc, c'est... Dans un monde parfait, en tout cas, il y aurait un système où les connaissances pourraient être transmises directement via des chambres d'agri, via des organismes publics, en fait. Et il y aurait un peu... de l'open data ou de l'open source au niveau des recherches. Malheureusement, c'est pas fait. Et c'est pas fait aussi parce que il y a peut-être pas assez de travail qui est fait au niveau de ça. De vulgarisation des résultats, de l'adaptation au public. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais un agriculteur, il lit ma thèse. Tout mon respect pour les agriculteurs, loin de moi l'idée. Je suis pas sûr qu'ils comprennent l'essence du truc. Il va se dire, ok, le gars travaille sur le colza, le trèfle, le silicium, mais je pense qu'il va pas retirer ce que lui, ça pourrait lui apporter en tout cas. Oui, peut-être parce qu'il n'y a pas non plus là l'application de qu'est-ce que toi... Et je pense qu'il manque un peu une personne ou une interface entre l'exploitant et le scientifique. Ouais, qui vulgarise un peu tout ça, ouais. Complètement. Mais quand même, pour rester un peu au niveau de l'agriculture, c'est quoi, selon toi, pour toi, la contribution que tu apportes au secteur agricole? Si tu en question piège, c'est est-ce que tu peux prétendre au prix Nobel? Je vais sauver le monde encore une fois. Terminer ta suite de carrière. Parce qu'on a cru comprendre que ça n'apportait rien. Ah non, c'est pas que ça apporte rien. Mais ça souligne quand même des choses. Mais, comme je l'ai dit précédemment, c'est la première brique. C'est une des premières briques, en tout cas. La maison, elle n'est pas encore construite. J'espère que la dernière brique se rappellera de la première brique. Voilà, j'espère que la dernière brique me citera. Mais Feu, Raphaël, Coquerel. Mais faut... de toute façon, quand tu fais de la science, c'est un peu tout le temps ça, sauf des gens qui font de la science très appliquée.
Mais quand on est plus dans le fondamental, Non, mais ouais, oui, c'est... Non, mais bien sûr, des fois on c'était trouve pour, des trucs te chambrer. et en l'état, bah, on sait pas où ça va en fait. On a juste trouvé des trucs. Bon, et bien maintenant qu'on a pas mal débroussaillé, Je pense Ton que là, sujet tout le de monde a compris ton recherche. sujet. on va un peu plus se concentrer sur le doctorat, etc. Donc toi, quel a été ton parcours universitaire et pourquoi est arrivé en thèse? Pourquoi t'es là? Comment? On m'a invité, tout simplement. Mon parcours universitaire, alors des gens bien intentionnés diront qu'il est atypique. Moi, je le qualifie de chaotique. Non, Donc, comme bac j'ai dit tout à STL, l'heure, ouais. ouais, j'ai fait un bac STL et en sortie de bac STL, j'ai eu la magnifique idée, ou pas. Franchement, ça peut aller dans. J'ai décidé de devenir chanteur. Non, du tout. Non, à l'époque, en fait, j'aimais beaucoup ce que j'avais fait en bac et à côté, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était informatique. Ah oui, ok. Dans le sens où bidouiller des programmes, faire du code, tout ça, c'était des trucs qui m'intéressaient. Donc, je me suis dit, je vais aller faire un DUT de biologie, option bioinformatique. On va combiner tout le monde pourquoi et pas. ça va être Jusqu'ici, trop bien. ouais, Ça me choque pas. Et alors, c'était l'ancêtre de post-bac à l'époque. Et j'ai pris le diplôme et je n'ai pas regardé plus que ça. Et en fait, j'ai été accepté. Et j'ai découvert que c'était à Aurillac. Dans le sud. Alors, pour les gens qui ne savent pas placer Aurillac sur une carte, vous regardez la météo ce soir. Et souvent, le point où il fait le plus froid en France, c'est Aurillac. c'est plein milieu de la France. Oh, merde. C'est dans le Cantal. J'ai dit que c'est dans le sud. Bah, c'est plus dans le sud que la Normandie. Ok. Mais j'y suis arrivé la première année en bon normand assez utopiste. Premier hiver, j'ai eu moins 16. Ah oui, ok. Je suis allé à Decathlon m'acheter des habits. Mais excuse-moi, mais quand tu t'inscris quand même à un diplôme, tu regardes où c'est que tu vas, non? Oui. Alors, à ma décharge, il n'y avait que eux qui faisaient biologie informatique. Justement, ça devait Donc, marquer j'avais pas Aurillac beaucoup de choix. DUT. Alors non, parce que c'est l'université de Clermont-Ferrand. Ah, ok. Bon, j'avais pas regardé quand même, mais c'était Clermont-Ferrand. Ok. Et donc j'ai eu mon DUT, option... Option. j'ai perdu le terme. Passable. Ah oui, ok, mention. Mention, Mention. voilà, merci. Mention passable parce que, encore une fois, je suis une personne qui travaille que quand il est obligé de travailler. Donc j'ai eu mon DUT intégralement au rattrapage avec Ah oui, une ok. magnifique moyenne pile poil. Ok. Mais c'était un... T'aimais bien, sinon? Ouais, j'aimais bien, mais le problème, c'est que sur les matières trop généralistes, bon, ça m'intéressait pas. J'aimais beaucoup l'informatique. Moi, j'étais là J'aimais pour faire les beaucoup programmes. Non, mais c'était ça, j'aimais beaucoup la bio et l'informatique, et le reste, bon, je vais pas faire d'efforts. Suite à ça, tous les cadres enseignants du DUT ont dit, bah, le mieux, c'est de poursuivre avec une licence de biologie, option informatique. Et là, direction Poitiers. Et moi, je dis, non, vous savez quoi, moi, je vais aller faire de l'informatique, option biologie, à Lyon. Ok. Donc je suis passé de Aurillac, petite ville au fin fond de la montagne où il y a plus de vaches que d'habitants, à Villeurbanne, donc quartier, enfin ville Banlieue lyonnaise, ouais. tout à fait, où en fait les immeubles étaient beaucoup trop grands, tout était beaucoup trop grand et j'ai pas du tout aimé. Donc déjà au niveau des matières, j'aurais dû écouter ce qu'on m'a dit parce que c'était pas du tout en adéquation avec ce que j'avais fait avant. C'est des gens qui avaient fait de l'informatique pendant 2 ans plein fer. Alors certes en biologie je surnageais, mais en informatique j'étais sous l'eau. Ok. Donc j'ai pas fini cette licence-ci. T'es arrivé après ton DUT, t'arrives en L3? Ouais, L3, Ouais, là-bas directement. Oui. Mais donc j'ai pas terminé, je suis rentré enfin à la maison, en Normandie, à Caen, et je me suis réinscrit à la fac, et cette fois-ci on m'a dit, tu repasseras par la L2, donc je suis revenu en L2, bon. J'ai eu ma licence... À 45 ans. C'est pour ça que je suis vieux, j'ai fait plein de trucs. Ouais. Non, j'ai eu ma licence comme j'ai eu mon DUT, uniquement au rattrapage. Ouais. Croyez en vos rêves, ça peut marcher. Licence de bio classique? Bio, option bio-végétale, je crois, physiologie végétale, enfin, j'ai plus le terme. Option végétale, en tout cas, en 3e année.
Et miraculeusement, j'ai été pris en master, malgré ma licence en rattrapage. T'as quand même beaucoup de chance, hein, parce que Ouais. l'avoir à ras du cheveu. Et un gros cul de cul, enfin beaucoup de culot aussi. Ouais. Et mon master, bizarrement, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup plus. Je l'ai terminé avec 16 de moyenne. C'était quoi le master? Éco-bio-valo, donc à Caen pour biovalorisation du végétal. Enfin, Ok. de la biologie végétale, mais en master, Et- j'ai pu Et l'intituler. pourquoi la biologie végétale au final? Alors, je voulais refaire de la biologie parce que c'était le truc qui m'intéressait déjà de base quand je suis revenu à Caen. Après, il a fallu prendre une décision sur quelle option prendre en SP, troisième ouais. année. Et en fait, sur tout ce qu'il y avait, il y avait peu de choses qui m'intéressaient. Et de deux, moi, j'ai grandi dans un cercle familial où on est beau, on est dans l'agriculture. Ah oui, Moi, ok. j'ai grandi dans un tracteur, plus ou moins. Donc, je me suis dit, bah ouais, go le végétal. Et puis, comme ça, on va rester un peu cohérent sur ce qu'on fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Ok. On est au master. J'ai eu mon master. J'ai passé les concours de l'école doctorale à Rennes ou Angers. Enfin, je crois que c'était celle d'Angers, mais les concours avaient lieu à Rennes, en tout cas. Pour faire des thèses à... Pour faire une thèse à Angers. Ok, oui. Ah oui, ok. Donc, j'ai passé le concours de l'école doctorale là-bas. Ça s'est pas bien passé. Je me suis liquéfié Ah, C'est pendant stressant l'oral. comme... J'en garde une... Enfin, c'est un mauvais souvenir, mais en soi, avec du recul, c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais ouais, je me suis liquéfié sur le truc. Et du coup, sorti de ça, je me suis dit, jamais de la vie, je ne fais une thèse. Ce n'est pas pour moi. C'est pas grave. Et donc, j'ai enchaîné ensuite avec 18 mois d'assistant ingénieur au laboratoire EVA. Ah, ok. C'est pour ça que je suis vieux, j'ai fait plein de trucs. Et suite à ça, un jour, on m'a dit, hey, il y a une offre de thèse dans le labo, est-ce que ça t'intéresse? Au pire des cas, postule. Ok. Ok. Et en pas gros, mal. je retiens juste le truc de mon encadrant de l'époque qui m'a dit, de toute façon, tu en es capable. J'ai fait, bon, bah ouais, Ouais. moi, j'y vais, quoi, sans grande conviction. Et au final, on m'a pris. Au final, T'es là. je suis là et je vais la finir, en fait. Un Et- parcours Chaotique. Et si je reviens un peu en arrière, du coup, Ouais. c'est en master que tu as quand même eu l'idée de faire une thèse. Ouais. Et c'était un projet depuis longtemps ou c'est... Non, ça vient c'était d'où? plus dernière année de master où tu te poses la question un peu qu'est-ce que je vais faire après. Et je me voyais bien continuer en fait, tout simplement. Donc c'est en ça que je suis allé passer les concours. C'est en ça que j'ai Continuer dans la recherche? Ouais. Ou avec À la- l'intention de faire de l'enseignement? Bah l'enseignement, j'y pensais pas trop, mais c'était plus faire de la recherche. Ok. En fait, c'était le truc qui me bottait pas mal à l'époque. Ok. Et du coup, le sujet là pour lequel tu as fait ta thèse, c'est... tu l'as pas construit, tu l'as une proposition, choisi ouais. en fait. C'était clé en main. C'était Et ça doit pas être facile d'arriver sur un sujet comme ça et tu dois tout t'approprier en fait. C'est ça aussi. Ouais, bah encore en plus que là, c'est la suite logique de 2 autres thèses. Donc effectivement, il faut s'approprier 2 autres thèses avant de pouvoir commencer la sienne. Donc ouais, ça a été un peu de travail en amont. L'avantage, c'est que cette fois-ci, il n'y avait pas de passage devant l'école doctorale. Donc Ouais. ça, c'est Ah, très tu n'as bien. pas eu de... Non. Parce que Non, on le peut des financement fois, était déjà acquis. Ouais. Mais des Donc- fois, l'école doctorale veut vérifier. Ah oui, par contre, ils m'ont fait vérifier, Un oral, quand mais même. c'était un oral, c'était Ouais. un quart d'heure. Et il y Non, parce avait que dans rien ta tête, Vérifier de que tu tu plus. n'es pas savais. zinzin. Ouais. C'est Parce ça. que si t'es zinzin, faut quand même... C'est fini. Oui, t'es fini. Mais là, en soi, ils vérifiaient juste si t'étais en capacité. Ok, je pense que déjà, tu d'aller, tu savais que c'était pour toi. C'est et ça. Il y avait Ouais. donc Complètement. c'était- Et mine de rien, j'avais 1 an et demi de recul vis-à-vis de l'oral précédent. Donc Oui, ça m'avait tu quand même savais que- aidé à, Ouais. à maturer un peu le truc. Pour revenir vers le sujet, en soi, comme tu avais fait quand même le master en lien, tu avais déjà... Pas non plus... T'étais pas- J'étais pas non plus aux antipodes de ce qui allait être fait pendant mon sujet de thèse, mais moi, j'ai fait mes stages, enfin, Puis t'as travaillé mes un an et stages, demi, je là. les ai fait ici, mon assistant ingé, je Ouais. l'ai fait ici, et à chaque fois, c'était sur des plantes différentes. Ok. J'ai travaillé Ok, sur ouais. le blé en assistant ingénieur, Ok. où j'ai fait beaucoup de terrain. C'était pendant le Covid. Et c'était très bien parce que moi, j'avais des parcelles de terrain partout en Normandie, avec bien une sympa, petite ouais. dérogation. Donc, je me suis baladé alors que tout le monde était enfermé. Et encore avant, en stage, j'avais plus eu des travaux microbiologie, un peu association microbes-plantes,
plutôt Ok. que sur de la nutrition. Donc en soi, s'adapter à une nouvelle thématique, je l'avais déjà fait par le passé et je savais ce que ça faisait. Mais effectivement, tu arrives dans un contexte où tes encadrants connaissent le truc sur le bout des doigts parce qu'ils ont fait les 2 thèses précédentes, ils Ok. savent tout ce qui a été fait. Et toi, c'est à toi de faire le job pour te remettre à jour sur tout ce qui a été fait Ouais. et savoir où tu veux aller. Enfin, savoir comment les résultats obtenus précédemment peuvent être appliqués dans toi, tes travaux, pour emmener le truc encore plus loin. Ouais, Oui, toi, ok. peut-être tu as décidé d'aller en thèse parce que tu t'es intéressé par la recherche, c'est pas Ouais. pour Un être sujet. docteur. Non, si, pour l'ego. Ah. Oh, c'est quand même. Voilà, et c'est pour contribuer Mais- aussi au monde de la recherche, je suppose. Ouais, oui, bah, je pense de toute façon, si t'es pas intéressé par la recherche ou par ta contribution au monde de la Mm. recherche, tu peux faire une thèse, mais je pense Oui, pas mais que il y ça en a soit qui une bonne peuvent idée. le Quoi. voir en tant que diplôme. Oui, simplement. oui, bah c'est ce que c'est. C'est C'est un diplôme, oui, oui, mais à la fin. Mais de mon point de vue, en tout cas, ça demande tellement de sacrifices, et je dis pas ça de façon péjorative, hein, mais ça demande tellement de sacrifices que si tu le fais pas pour de bonnes raisons, après, libre à toi de placer tes bonnes raisons, tu pourras pas aller jusqu'au bout. Quoi. Ok. Et si je reviens en arrière à mon obsession serre, il reste encore Et 7 c'est- questions. Quand est-ce Non, qu'on parle de Bambi est-ce là-dedans que pendant le master et même avant en licence de bio à la fac de Caen, on a des cours pour apprendre à gérer toutes ces Alors, pas tout ce qui est l'aspect vraiment. en serre Alors et déjà, tout. on n'a pas de culture au sein de la serre. La serre, elle est quasi réservée pour les chercheurs Ouais, du c'est labo ça, ouais, ou c'est pour pas- les stagiaires quand ils viennent en stage de master. Il n'y a pas de culture faite exprès. Enfin, il y en a faite exprès, mais c'est pas les licences ou les masters qui viennent s'en occuper. Par contre, en master, on avait eu des cours où c'était un peu mimer une serre dans une salle de TP et au final oui, ok, ouais, mener une culture et faire Avec des des analyses. mini-serres C'est pas non c'est Une jardinière. c'est pas une jardinière mais non de mais nature et c'est découverte. c'était faire de l'hydroponie mais dans une salle Oui, de ouais. TP, il y avait des Ah. lampes comme à la serre et voilà. Ok, d'accord. Ok. Et en fait quand tu arrives en stage ou en thèse, nous au labo, il y a une personne qui est en charge de la serre qui s'appelle une serriste. Et c'est Oh. elle qui t'apprend Oh, tu donneras ton nom à Chloé. c'est elle qui t'apprend comment tout utiliser dans la serre. Ok. Donc voilà, moi je remercie beaucoup Anne-Françoise Ameline qui était serriste serriste. sur 2 Mm. années et demie de ma thèse. Elle a changé d'antenne d'INRA, mais sans elle, je pense, j'aurais pas eu les résultats que j'ai Ah eu. ouais. Parce que, en dehors de ta recherche, t'as pas la main verte, t'as pas ton petit potager chez alors, toi. j'ai un petit potager chez moi. Ah. Je produis quelques légumes. Que je vends. Mais non, c'est différent de cultiver dans la serre pour des expérimentations Ouais, ok, et ouais. dans ton jardin, en fait. Mm. Enfin, Tu peux moins te rater dans la serre. J'ai l'impression que c'est un peu de la triche, cette histoire de serre. alors, oui, mais les enjeux sont beaucoup plus importants. Moi, à la maison, j'ai Mhm. pas de Oui. Cette année, j'ai pas eu beaucoup de tomates. Bah, c'est pas grave. Je me suis dit, c'était une année sans. On va faire. Mais dans la... Oui, Tu dans la tête, loupes. tu vas pas dire c'est une raison. Bah, c'est ça. En fait, le problème de travailler avec du végétal, c'est que c'est des cultures qui prennent du temps, mine de rien. Donc, si tu loupes une culture, tu bazardes quasi 2 à 3 mois de travail. Oui, en ouais, fait. c'est vrai, quand t'as pas demandé, ça pousse en combien de temps, là, ton histoire de colza Moi, en moyenne, j'arrêtais pas mes cultures jusqu'au stade graine du colza. Je les coupais Mm. avant. Donc, ça prenait 2 mois et demi. En gros, Ah de oui, culture ok, au ouais. sein Tu de la aurais serre. pu après vendre ton colza. Mais Ton colza de thèse. le cycle complet du colza en plein champ, c'est ensemencer en août. Donc en août, on sème la graine et on récolte ouais. que juillet de l'année prochaine. Ah ouais, c'est lent. Donc quand tu fais des cultures en plein champ et que ça se foire, Ouais, tu c'est bazardes Mm. un Un an an de de thèse, travail. ouais. Mm. Et toi, surtout, c'est 3 ans top chrono. Voilà. Donc Voilà, ouais. moi, par exemple, sur mes essais en plein champ, tout n'a pas été comme on aurait voulu. À la base, on voulait faire colza, trèfle, silicium au champ. Mm. Le trèfle a choisi de pas pousser, je sais pas pourquoi. Pas plus dire. Il a fallu vite improviser et se dire ok, on va garder que le colza, on va donner du silicium et on va réaxer le truc pour pas perdre un an justement sur les 3 ans de thèse. Quoi. Ok. Et j'ai une autre question, Ouais. pas sur la serre. Non, est-ce que bon, ça, j'imagine que ça a beaucoup évolué en fonction des périodes de la thèse, mais si tu devais nous donner ta semaine type, on a beaucoup parlé de ce travail en thèse, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de temps sur PC à
Ouais, traiter les données. bah, c'est marrant parce que il n'y aurait pas une semaine type parce que la thèse elle s'est décomposée en plein de phases dans le sens où quand tu as une culture en serre, ta semaine va pas être la même que quand tu analyses des données suite à la culture de la serre en fait. Mais en gros, quand j'avais des cultures en serre, j'étais en serre sur 5 jours travaillés, on va dire, j'y allais tous les jours déjà. Mm. Et en volume, je sais pas, j'y étais au moins plus de la moitié du temps Ok, Ah ouais, quand ouais. même. pour suivre le truc. Mais tu les regardes. Bah, tu regardes Non, mais que tu tes changes plantes l'eau, c'est avancent ça. bien, tu changes tes solutions. Mm. Quand tu as des maladies qui se mettent dedans, parce que Putain. ça peut arriver, ça devient vite la galère. Quand il y a des pucerons qui arrivent, Ah ça oui, devient ouais. vite la galère. Parce que justement, on veut limiter tout ce genre de stress. On veut que le stress que nous, on applique. On veut pas que d'autres stress viennent biaiser les résultats. Donc, faut enlever tous les pucerons un par un, par Et ça exemple. peut arriver parce que la serre, elle est fermée. Non, et ça- alors elle n'est pas fermée complètement. Si vous regardez bien, il y a des ouvrants qui se situent sur le toit de la serre qui permettent justement qu'il y ait un flux d'air et Ouais, que ça ok. rafraîchisse. Sur ma première année de thèse, j'étais dans la seconde serre qu'on ne voit pas à l'œil nu quand on a un moldu, mais qui est cachée. Et celle-ci, en fait, si vous vous souvenez bien de l'été d'il y a 2 ans, il faisait environ Ouais, 40 degrés canicule, ouais. et on mourait de chaud. Et en fait, Ah, tu la m'étonnes, petite serre là-haut n'a pas de système de refroidissement automatique. Ouh là là. Donc en fait, toutes 3 fois par jour, fallait ramener 100 litres d'eau dans la petite serre pour Ah, la alimenter vache, le ouais. refroidissement de la Donc, petite serre. Donc pareil, ça, on ça va c'est pas des compte. choses qui mangent du temps. Ouais. à Ah, ça fond. doit créer un stress. Ouais. Pour les plantes, Ça, ouais, c'est Ouais, chaud, ouais, quand même. ouais. pas du tout pas du tout sain. Mais et à contrario, quand on analyse des données, on met quasiment plus un pied en serre, on est uniquement derrière le PC et on analyse quoi. On fait Oui. du R pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel d'analyse statistique en gros, Ouais. un Excel version hardcore. Beaucoup de ça, il y a du temps en congrès aussi, mine de rien, parce qu'il faut aller diffuser ces résultats. Il y a du temps sur de l'enseignement, parce que t'es pas obligé d'en faire, mais moi j'ai choisi d'en faire. Mhm. Et il y a du temps sur diverses activités de médiation aussi. On a parlé de articles. MT 180 derrière. Moi j'ai participé au prix Schlumberger, je sais plus. Ouais. Donc voilà, c'est la fête de la science, pareil, c'est plein de choses. Donc ouais, non, ça... C'est Voilà. varié quand même. Ouais, c'est varié, complètement. Faut pas voir la thèse comme un diplôme où tu vas faire la même chose pendant 3 ans. Il y a plein de phases. Je parle en tout cas pour le végétal. Je sais pas si c'est le cas dans les autres domaines. Mais ouais, ça change tout le temps. Ouais. C'est- Bon, bah, c'est ce qu'on répète à chaque épisode. Ouais, J'ai l'impression ouais, que ouais, c'est. ouais. Faut- Pourtant, on est C'est- quatre- il y a peu de quatre à routine. avoir dit. Ouais. Mais c'est pour ça que ça rend aussi le processus assez long. Parce que Ouais. les- Long mais rapide. personne. pense, Moi, j'ai pas vu mes 3 ans passer. Ouais, c'est ça. Personnellement, là, j'ai l'impression d'avoir commencé ma thèse. Et en fait, non. Et c'est vrai que nous, ça nous paraît rapide. Ouais. Mais les personnes extérieures, parfois ça Ouais, peut sembler long, mais parce oui, qu'en oui. fait, Bien t'es sûr, ouais. pas Bah, H24 sur la thèse. Après, il y a... Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait ça. C'est de voir tous les gens autour de moi, la façon dont ils ont évolué pendant les 3 ans de thèse. Mhm. Et moi, où j'en suis, je suis en mode, moi, je suis toujours étudiant, tout va bien. Ah, Comment ça, vous avez des enfants? Et c'est peut-être dans ça, parce que peut-être qu'on comprend pas trop, dans le sens, la thèse, ça peut être des sacrifices. Mais en fait, c'est Ouais. dans le sens que des fois, tu peux mettre un peu plus ta vie entre parenthèses. Enfin, ta vie, c'est des grands mots. Hein. Entre parenthèses, parce que les Non. autres ont un boulot. Et c'est vrai que pour la section, genre, si tu veux faire un prêt acheté, Tu retardes un peu Nous, tout c'est ça. pas c'est un CDD, mais en fait, des fois, par la banque, tu es considéré encore comme étudiant. Ouais, Donc, en fait, c'est complètement. dans ce sens-là, les Complètement. sacrifices, si on devrait en dire. C'est... Ouais. Oui, si, non, mais si, c'est C'est complètement ça, une forme de on n'est sacrifice. pas en train de se, c'est- non plus de se torturer. Ah non, je pleure pas tous les soirs dans le Nord. Un soir sur deux, maintenant. Mais effectivement, on a choisi de faire des études qui sont qualifiées de longues. On a choisi d'avoir le plus haut diplôme de l'éducation nationale et de se faire Ah, de toute appeler... façon, si on avait un autre plus haut, je le prends. Ah bien sûr. Et après, on sera obligé de nous appeler docteur. Donc bon, faut bien sacrifier 2-3 choses. Dernière question un peu sur ce sujet. Tu vas faire quoi quand tu seras plus grand? Ouais, c'est compliqué. Là, en plus, je suis en plein dedans parce que je commence à préparer l'après. Ouais. Alors, si ce n'est une inscription à France Travail, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres pistes. Mais je pense pas continuer dans le domaine public. Je pense plutôt aller vers le privé ou pas faire de la recherche dans le public, en tout cas. Je pense
pense que là, j'en ai fait un peu le tour. J'ai fait mes stages en recherche publique, j'ai fait de l'assistant AG, j'ai fait 3 ans de thèse. Oui. Il y a un moment, je veux changer, en fait, tout simplement. Je veux progresser aussi. Donc, non, je suis en train de regarder un peu partout. Si vous avez du travail, appelez-moi. J'ai plein de compétences. Je suis drôle. Mais non, je sais pas. Voilà. Ok, c'est en devenir. Ouais, complètement. De toute façon, c'est des choses qu'il faut maturer. C'est des choses, faut aller à des entretiens et échanger avec les gens, en fait. Parce que c'est pas parce qu'une offre d'emploi sur le papier va te plaire que ça va réellement matcher. Donc voilà. Pour l'instant, c'est en cours de réflexion. On va passer à la petite parenthèse qui s'appelle déjouer les clichés du doctorat. Bon, je te la présente pas vu que tu fais J'en ai partie déjà de la fait 2, création. 3. Ouais. Tu vas piocher un stéréotype et tu vas donner ta prospective personnelle sur ces clichés. Est-ce que tu peux ne pas piocher la fameuse carte que tout le monde pioche tout le temps C'était quoi? sur C'était les cheveux blancs? Non, en plus j'en ai. Alors que j'en avais pas Et avant. hop là, C'est un grand papier pour... Les doctorants ne sortent jamais. Mais ne sortent jamais de où? Non, c'est faux. Enfin, ça dépend de la phase. Là, forcément, je sors de la rédaction de thèse. Je me suis enfermé pendant 3 mois. Et je sortais pas beaucoup. Mais sur le reste de ma thèse, non, c'est classique, en fait. Enfin, je pense qu'il y a des gens... Ça dépend comment tu appréhendes ta thèse. Mais en soi, quand t'as jamais réellement fini de travailler, mais quand tu sors du labo, t'as une vie somme toute classique. Hein. Faut faire des courses, faut prendre des douches, faut manger, voilà, faut vivre classiquement. Oui, c'est ouais, pas parce normal. qu'on fait une thèse qu'on s'arrête de vivre, en fait, tout simplement. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. T'avais des horaires Ouais, assez classiques. moi, alors, sauf exception, mais je me plaçais des horaires assez classiques. Je travaillais pas le week-end. J'ai peut-être pas pris beaucoup de vacances, c'est peut-être mon seul défaut, mais en soi, voilà, j'avais une vie normale et tout se passait plutôt bien. Et je sortais. T'as parlé de ces fameux 3 mois de rédaction. J'allais justement partir sur ça. Est-ce que tu peux raconter, parler un peu de tout ça, le processus, comment tu t'es organisé, etc. C'était long et éprouvant. Ah Déjà, pour commencer, moi, ma thèse, c'est une thèse dite sur article. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu des résultats durant ma thèse, j'ai écrit un article scientifique qui expliquait ce qui avait été fait, les différents résultats. Et c'est des articles qui sont publiés dans des journaux spécialisés scientifiques. Ce qui fait qu'en fait, dans ma thèse, j'avais déjà tout ce contenu-là qui était déjà écrit et qui avait été écrit au fil de l'eau sur les 3 ans de thèse. N'empêche qu'il manquait plein de trucs autour. Oui, Tout, déjà l'introduction, tout ce qu'on appelle synthèse bibliographique, donc l'état de l'art. L'état de l'art, tout à fait. Et après, discuter les différents résultats que j'ai eus et apporter en fait du lien entre les différentes expérimentations. Donc le processus, je sais pas si j'en ai vraiment eu en fait. Je me suis enfermé, j'ai tout écrit. Mais... J'avais déjà commencé à écrire différentes parties, notamment l'état de l'art, je l'avais déjà fait en première année. Le truc, c'est que je l'ai repris en deuxième année. J'avais un point de vue qui avait changé, je pense, vis-à-vis de ma thématique de thèse. J'avais réécrit mon état de l'art. Et en troisième année, je l'ai repris. J'ai réécrit mon état de l'art. Donc, à chaque fois, forcément, je bazardais pas tout. Mais ton point de vue, il évolue aussi pendant tes 3 années de thèse en fonction des différents résultats que tu as. Donc ça, déjà, j'avais déjà une structure. Le truc où je partais de zéro, c'était la discussion, où je suis parti de zéro et j'ai tout écrit. Et avec mes encadrants, on a repris le truc, on a revu différents points, à dire, il faudrait peut-être plus explorer telle voie que cette voie-ci, etc. Et voilà, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, un peu de façon logique, donc étape par étape, mais c'est très stressant comme moment. Est-ce que tu savais à peu près combien de temps tu avais pour écrire, ou c'était un peu... Les dates étaient déjà posées.
Ah oui, Donc, ça, oui, c'est ouais, stressant. Je savais, par exemple, je vais avoir l'oral de thèse le 10 décembre, donc il fallait que le 10 octobre, ça soit plié. Ok. Donc, quand tu as l'échéance et que tu la vois avancer au fur et à mesure, Oh putain, ouais. c'est un petit peu stressant. Quoi. Mais ça s'est fait. Et t'avais un objectif de page parce que je sais que certains se fixent des objectifs, peut-être 3 pages par jour. Non, pas spécialement. Enfin, moi, je me fixais plus des parties Mhm. à faire dans une journée. Enfin, je me disais, OK, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Ok. Et après, quel que soit le volume de pages que ça représente. Mais il y a des jours où, comme pour tout le monde, bah, j'ai pas réussi, en fait. Je me suis mis devant mon écran et il n'y a rien qui sortait. Et c'est peut-être les jours les plus compliqués parce que tu culpabilises à la mort de ne pas avoir réussi à sortir un truc. Et tu vois aussi le chronomètre qui commence. Tu te dis, OK, j'ai perdu une journée pour rien. Ouais, mais après, ça fait partie du processus Ça de fait partie- maturation dans ta tête. Complètement, ça fait partie du process, mais c'est ultra stressant. Ah ouais, C'est- oh là là. Oui, ça se fait. Hein. Non, moi, je vais bientôt commencer Vous ce allez voir. processus. Ouais. Et t'as quand même aimé, parce que j'ai l'impression que l'écriture, ça passe ou ça casse. Il y en a, ils détestent. J'aimais pas ils aiment, rédiger avant de faire ma thèse. J'aime toujours pas rédiger. Ok. C'est vraiment... C'est autant être en labo ou être en serre, vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas, qui m'a... Rédiger, c'est un exercice que je déteste. Mais je pense que ça recoupe avec le fait qu'au collège-lycée, le français, j'aimais pas. Hein. Oui, c'est ça. Je pense que je traîne ça depuis Puis le après, début. tu sais que c'est la fin, donc peut-être que... Ouais, bah, tu vois que c'est la fin, donc c'est un peu ce qui te motive aussi à aller au bout. Mais bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Mm, Donc t'as trouvé ça plus dur que le reste, quoi. C'était vraiment... Autant j'aurais pu refaire 2 années et demie à faire des expérimentations en serre H24 et Ah pas ouais. m'arrêter. Et que refaire là les mois de rédaction, jamais Ouais. de la vie, je me refais ça. Mais c'était toute la journée ou plutôt le matin? Pour la rédaction, Ouais. j'essayais de m'y mettre toute la journée, mais effectivement, j'étais plus efficace le matin. Ouais, le Ouais. matin t'écris, l'après-midi tu relis. Bah, ou- c'était le matin, j'écris, l'après-midi, je cherchais mes figures ou. Enfin, Ouais, voilà. tu les faisais. Je faisais. Ouais, voilà. Mhm. Et ça durait combien de temps au total, là, la rédaction? Je m'y suis mis mi-juillet, vraiment à fond, Ah oui, et j'ai rendu 10 octobre. toi t'as plié Ok. vite quand même, attends. Mi-juillet. Ouais, c'est pas Oui, mal. c'est vrai que quand t'avais déjà les Il articles y a faits, déjà les articles Ouais, de fait, ouais, donc ça, c'est cool. ça dégrossit un peu. nous en géo, Enfin- on n'est pas sur des tests sur articles, c'est- donc c'est... Ça fait beaucoup plus. Ouais. Ouais, Ah, je pense que c'est pour ça que les pages... Tu en plus- reprends tes articles, mais tu dois Tu les les remets en paraphraser. français, ouais. tu les. Enfin, ouais, c'est. Tu peux pas les... On ouais. s'auto-paraphrase. C'est Mais bon. Et du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en phase d'écriture ou qui vont bientôt l'être, lâchez rien. Mathilde, Vous êtes tu- quasi au bout. Ouais, ça dans serait un quoi mois, là. si tu aurais des conseils Pas s'enfermer complètement. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des phases où je me suis mis à fond dans le boulot et je voyais rien d'autre à côté. Et vraiment, j'avais le cerveau qui... Même regarder un film ou lire un livre, j'y arrivais pas parce que le cerveau, il tournait que sur la tête. Ouais. Et j'arrivais pas à sortir le nez du truc. Je pense qu'il faut s'obliger des fois à couper et à aller voir autre chose. Ok. Faire des trucs qui te plaisent, c'est mieux quand même, mais vraiment qui te sortent de la thèse. Moi, je sais que j'ai eu des phases où dans la journée, ça allait plus. Bah, j'ai pris mon chien, je suis allé marcher Ouais. pendant 1 heure ou 2 avec le chien, et puis bah, tu reviens bizarrement, Bah, c'est ça. ça débloque. En fait, plutôt que de ruminer pendant une journée où tu es bloqué sur des trucs et tu vois pas la direction qu'il faut emprunter ou la solution, des fois, bah, tu te coupes, tu sors pendant 1 heure ou même une demi-heure et tu vas revenir, tu vas voir la solution. Tu sais pas d'où ça va sortir, Un œil clair, à nouveau. mais ça va marcher. Donc, faut Ah, tant mieux. pas hésiter à lever la tête du guidon. Ok. C'est ce que je conseille. Et là, tu prépares la soutenance? Pas encore. Là, Excuse-moi. là, j'ai pris 2 semaines de break. Mais c'est vrai que t'as encore le temps, c'est dans plus d'un mois. C'est dans 1 mois et demi, ouais. Oui, mais donc il y a le temps. va falloir s'y mettre quand même un petit peu, quoi. Ok. Ouais, oui, il y a un diaporama à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Pas arriver trop les mains dans les poches, quoi. Ouais, faut pas lâcher à la Non. fin comme ça. Ouais. Ça serait idiot. Mm, mm. Donc, ouais, non. Préparer un pot, enfin, voilà. Il y a Ah de la ouais, logistique oui. à faire. Ouais, Alors, j'allais là, te demander, c'est ouais, le technique. pot alors. Bah, le pot, c'est ce qu'on attend tous, hein, je pense. Hein. Bah, C'est- clairement. Moi, j'attends le pot. On a un peu une tradition dans notre labo où
les autres doctorants font un peu une animation pour le doctorant. Oh, c'est c'est bien. C'est moi qui me suis occupé de l'animation du dernier doctorant, donc j'attends de voir de ce qu'on va me Et faire c'est à quoi moi. comme animation? Parce que là, ça peut être tout. Là. Moi, par exemple, j'avais fait une parodie de Un dîner presque parfait, où on notait le doctorant selon différentes... et donc, on avait fait ça en CR, on avait fait une petite vidéo où on prenait les gens Ah en ouais. vidéo, justement, et ils passaient un peu comme dans la scène dans les toilettes, où C'est on drôle, note les gens. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. Mais ouais, il y a eu des films, il y a eu plein de trucs de faits dans Ok. le labo pour les doctorants. Ah, Donc, à j'attends de méditer. voir. À méditer, Ouais. tout à fait. Et sur le pot, ma deuxième obsession après la serre, Ouais. tu vas cuisiner, tu vas en petit traiteur. Je pense pas petit traiteur. J'ai la chance d'avoir une On famille vient qui pas. cuisine très très bien, contrairement à moi. Donc je pense que je vais utiliser des gens. Oh, ça va être quiche party. Alors, C'est pas, pardon, c'est alors, pas une négatif. très bonne quiche. Non, mais ce que j'imagine. Il y a mais non, mais c'est le plus Mathilde simple. ne conçoit que le traiteur pour les pauvres. Non, parce qu'on a eu des super le thèses où foie il y gras avait et du le fait maison, champagne. c'était super Bah, bon. D'ailleurs, voilà. toutes les thèses. Moi, je pense que je ferais sans doute un mix traiteur quiche. Ah. Ouah, pizza Sodebo. Oh non. Et apéritif. Après, ça dépend. Tu penses qu'il y aura beaucoup de monde à ton pot? Parce qu'il y en a, c'est Je sais pas. En fait, ça aussi, ça me fait peur. un peu. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent venir. Hein. Mais quelle idée. Moi, je pensais que ça allait être très confidentiel. Très... Ah, mais moi, ce sera ça. Il y aura Et ma que- famille, mes amis. Ah bah, et puis, en soi, ça me dérange pas que les gens viennent. Enfin, je comprends le... C'est très gentil, en fait, de venir une demi-journée, de rien comprendre, ou pas beaucoup, pendant une demi-journée, juste pour me voir à la fin et qu'on me dise « il est docteur C'est un super beau moment, ». franchement. Ouais, non mais carrément. Tout le monde pleure. Enfin, Ah, non. en tout cas, le docteur Non. et sa famille. Oh, bah, mais Non. bah si, moi j'ai été des soutenances. C'est On verra la émouvant. tienne. Oui, c'est émouvant, Ouais. par contre. Bah, Ouais. on- Mais le c'est- 10 décembre, si tu lâches une larme, je te dirais. C'est tu la vois. libération de... Ouais. Enfin, c'est le point d'orgue de 3 ans de travail, quoi. Et je me demandais, t'envisages comment l'après? Enfin, je sais pas, moi je m'imagine déjà, tu vois, ça doit te faire un. Je sais pas, ça doit faire un choc. Ibiza, Tu dois jet être. ski, Non, mais tu dois, faire tu des vois, ça. Tout claqué. Tu dois être. D'un coup, ça doit faire quand même assez J- drôle de passer T'as plus de rien. 3-4 Ouais. ans à voir tous les Bah. jours les mêmes personnes, voir la petite cantine, et d'un coup, t'es Ouais, t'es c'est tout vrai. seul chez toi et c'est. Alors, C'est fini, tu j'ai vois. encore une carte étudiant pour toute l'année scolaire à Oui. venir, donc Non, je mais peux c'est encore vrai. aller aux rues pendant 1 an. Parce qu'on est dans un cocon quand même. Mais pendant des années, là, en fait, rien que d'avoir rendu le manuscrit, ça fait une grosse part de vide d'un coup. Oh là là, Ouais. ouais, c'est vrai. Enfin, les premiers jours, je savais pas trop quoi faire, quoi. J'étais chez moi en mode, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ouais, non, ça fait un peu peur. Enfin, j'appréhende un peu l'après-thèse, justement, pour ça, de me dire... Je pense que t'as un blues un moment quand même. Ouais, je pense que Tu y penses tellement pendant 3 ans. t'as un jour, postpartum, tous les jours, mais quoi. de la thèse, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font référence au postpartum Ouais. par rapport à la thèse. Parce que, bon, je pense qu'il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre... On y pense Mm. tellement. Bah, c'est ça. Et ça prend Ouais. tellement de place. Et t'as prévu des petits trucs, des petites vacances, voir la famille? Alors, bah, voir la famille, j'ai la chance d'avoir de la famille uniquement dans la région. Donc, Ouais. j'ai Tu as pas pu les beaucoup, voir. ouais. Enfin, je les ai vus tout le temps. Si ce n'est là, sur les 3 mois de rédaction, je les ai un peu moins vus. Mais je peux toujours les voir. Et non, les vacances, je suis pas parti pendant les 3 ans de thèse. Là, je Ah suis oui, resté non, en ouais. Normandie. Donc, je sais pas s'il va y avoir grosses vacances où je pars. Ou pas du tout. En fait, ça va beaucoup dépendre de si je retrouve un employeur. Oui, Suite à parce la qu'il y a thèse ça ou que pas. l'argent, quand même. Parce que j'aime bien mon frigo quand il est plein. Avant de terminer, on va te demander est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote de thèse à nous raconter? Une histoire drôle ou quelque chose qui t'a marqué? Alors, je vais en donner 2. Ah ouais, t'as préparé. Une drôle et une qui m'a Triste. marqué. Non, pas triste. Juste pour dire que pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'aller en congrès à Milan. Donc, Ok. célèbre Sympa. ville d'Italie. On Et voit j'y déjà la pizza. J'y suis... Ouais, bah, j'en ai mangé quelques-unes, des glaces aussi. J'y suis allé en novembre dernier. Et pour ceux qui suivent un peu
le football. Ah, En t'as novembre vu l'AC dernier, Milan il y avait un match de Ligue des Champions entre le Milan AC et Dortmund. Ah, trop bien. Et donc, ma thèse m'a permis d'aller voir, je suis un grand fan de foot et de Mm. sport en général, m'a permis d'aller à San Siro et de vivre un peu l'ambiance et l'engouement que peut avoir le Milan Ah, AC. génial. Trop bien. J'étais pas prêt Ouais. du tout, c'est assez impressionnant. Donc voilà, la thèse, Ouais. c'est ça aussi, c'est pas que de la science. Des On peut- expériences. On peut, Bien profiter choisir, pour faire d'autres trucs. Tout l'intérêt Donc, de j'y bien suis allé choisir. avec mes encadrants Ouais. de thèse. Et on a tous été au stade. Et non, la deuxième anecdote, c'est plus pendant de l'enseignement. Les premiers cours que j'ai donnés, alors j'ai 30 ans, mais d'apparence, on peut m'assimiler à un étudiant. Ne me jugez pas. Et donc du coup, premier cours que j'avais avec un groupe en biostatistique, DL2. J'arrive et c'était un cours dans les bâtiments de psycho. Et en fait, il faut badger pour rentrer dans les salles. Et je badge et la porte s'ouvre pas. Et les étudiants me calculent pas trop, quoi. Donc je vais à l'UFR me dit bah non, mais on envoie quelqu'un pour badger, pour vous ouvrir et pour faire le cours, quoi. Je fais ok. Je reste dans le couloir là où il y a les étudiants, mais un peu en retrait parce que je n'étais pas étudiant. Et au bout d'un moment, la personne qui devait venir pour ouvrir la porte met du temps à venir. Les étudiants commencent à s'échauffer. Et il y a une étudiante, dont je vais taire le nom, qui part un peu en furie, qui passe à côté de moi en disant « Non, mais le prof, de toute façon, c'est un abruti. Il ne sait pas lire l'heure. » Et bizarrement, il y a eu une drôle d'ambiance quand la personne qui est venue pour ouvrir la porte m'a demandé à moi quelle salle il fallait ouvrir. J'ai vu le regard des étudiants qui ont compris que c'était moi l'enseignant. C'est vrai que c'est drôle. Donc voilà, moi ça m'a fait rire. Ouais. Eux, un peu moins. Ah, Et l'étudiante en question, je lui ai rappelé sur les 2-3 cours suivants. Donc bon. Donc faites attention si vous êtes étudiant. ah oui, on fait jeune, mince. Bah oui. C'est pas notre Ah. faute. Respectez-nous. Et une petite dernière question pour finir le podcast en beauté. Si tu avais un peu, pour nous changer les idées pendant notre thèse, des recommandations culturelles à Ouais. nous donner. Livres, films, bouffe. Je vais avoir Jeux vidéo. Les gens qui me connaissent bien savent que je fais un lobbying sans cesse pour une chose. La SPA. Ah, Si vous c'est avez bien. à un moment envie d'adopter un animal, moi personnellement j'en ai 2 qui viennent de là-bas, n'hésitez pas à aller à la SPA. C'est des animaux tout à fait sympathiques, qui sont très gentils, qui ont un vécu certes qui est pas cool, mais si vous voulez faire une bonne action, n'hésitez pas. Si vous pouvez pas faire une bonne action, N'hésitez pas. les dons à la SPA sont déductibles d'impôts. C'est vrai. C'est Pas pas bête. mal non plus. Et vous pouvez aussi donner du matériel si vous en avez plus besoin, que ce soit des gamelles, des paniers, etc. Et vous pouvez juste donner de votre temps pour sortir les animaux, les balader, et tout ça, tout ça. Ouais, ça peut vous aérer pendant la rédaction Voilà. de thèse. Voilà. Vous pouvez aller les voir, même si moi perso, ça me crève le cœur plus qu'autre chose d'aller les voir. Mais Oui, bah, bah, preuve ouais. en est, à chaque fois que j'y suis allé, je suis reparti avec un animal. Donc voilà. Et non, en recommandation culturelle, pareil, j'ai un peu potassé le truc avant. Moi, là, sur ma période de break, je me suis mis dans une série qu'on m'a conseillée depuis très longtemps et que j'ai peu le temps de regarder, qui est Les Sopranos. Ah, c'est ouais. une série HBO Ça date. sur... ouais, faut aimer un peu l'esthétique années 2000, parce que forcément, ça a un peu vieilli. Mais si vous aimez un peu les séries de gangsters, un peu Oh. italiens, si je peux pitcher le truc, c'est l'histoire d'un gangster qui est dépressif. Ok. Donc voilà. Donc voilà. Merci. Et franchement, c'est super cool, c'est bien fait. Et voilà, c'est très bien. Ok. Bah cool. Bah, ça... Voilà, Bert. Merci beaucoup en tout cas, Bah, merci à Raphaël, vous. pour tout cet échange. J'espère que ça aura éveillé des vocations pour les amoureux des plantes. Des plantes, on l'espère. Venez nous voir. Et même tes conseils pour la rédaction, je pense que ça peut toujours être utile. Bah ouais, merci beaucoup. Merci. Puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. L'épisode touche maintenant à sa fin. Nous remercions bien sûr notre invité du jour d'avoir pris la peine d'être venu nous conter ces diverses histoires. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur ce podcast. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos propositions de questions pour l'épisode prochain à l'aide du mail présent dans la description.
Nous en profitons pour remercier l'Université de Caen et le CEMU de nous avoir aidés à l'enregistrement de ce podcast. Et en attendant, on se dit à bientôt.